Merry Christmas, Lifesavers, how may we help you? Tout le monde a son film de Noël préféré et même son type de film de Noël préféré, que ce soit des grands classiques hollywoodiens, des téléfilms Hallmark, M6, Disney, Netflix, des comédies familiales des années 90 et 2000 ou des trucs un peu alternatifs qui se démarquent un peu des belles histoires bien confortables. Et il y a de grandes chances pour que le vôtre ce soit un film de Noël américain, ou en tout cas anglophone, car force est de constater qu'il y a très peu de films français de Noël. Je dis pas qu'il y en a pas du tout, surtout qu'il y a eu un vrai boom ces dernières années, je dis simplement qu'ils sont généralement confidentiels, ou pas exactement en mode doudou de Noël, ou alors il y a Jean-Marie Bigard. En fait, si votre film de Noël préféré est français, en généralisant un petit peu, il y a deux options. Soit c'est Santa et compagnie, un cadeau merveilleux que nous a fait Alain Chabat en 2017 et dans lequel mon père a un rôle. Cette blague fonctionne uniquement si vous connaissez mon père. Soit c'est Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure est un film réalisé par Jean-Marie Poiré et écrit par Jean-Marie Poiré et la troupe du Splendide, une troupe de café-théâtre créée en 1974 et qui réunit Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Marianne Chazelle et Bruno Moineau. Le film est sorti en 1982, ce qui en fait le troisième long métrage du Splendide, après Les Bronzés en 1978 et Les Bronzés font du ski en 1979. Notons que, comme pour Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure est une adaptation de leur propre pièce, et ça se voit assez facilement. On peut très clairement démarquer l'unité de temps, à savoir un soir de réveillon de Noël, et l'unité de lieu, le centre d'appel de l'association fictive SOS Détresse Amitié, à Paris. Le scénario suit les activités des bénévoles de l'association, ainsi que des personnes qui vont leur faire appel, ou passer y faire une visite, dans une nuit qui va très vite partir en vrille. Ah ça suffit, il se passe des choses, monsieur. Le Père Noël est une ordure est un succès dès sa sortie, avec plus d'1,5 million de spectateurs, soit moins que Les Bronzés, mais un peu plus que Les Bronzés font du ski. 1,5 million, c'est aussi le nombre de fois que le film a été diffusé à la télé par la suite, souvent en décembre, devenant de facto le film français de Noël et incrustant ses phrases les plus cultes dans nos cerveaux et 90% de nos conversations. C'est cela, oui, oui, oui. C'est ce succès et ces dialogues qui donneront naissance à un super album sorti pour Noël 89, intitulé C'est cela oui. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. C'est cela, oui. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. C'est cela, oui. En 92, soit 10 ans après la sortie du Père Noël est une ordure en France, la réalisatrice et scénariste Nora Ephron tombe sur une VHS du film et en devient très rapidement fan. Ephron, qui a écrit Quand Harry rencontre Sally en 89 et fera plus tard Vous avez un message, est à ce moment-là en train de bosser sur Nuit blanche à Seattle, avec lequel elle va rencontrer un succès phénoménal. Mais devant Le Père Noël est une ordure, elle voit l'opportunité de faire quelque chose de différent, qui ne rentre pas forcément dans la case comédie romantique feel good, et elle émet le souhait de faire quelque chose qui repasse tous les ans à Noël. Elle fait appel à Disney, qui avait les droits du film en 89, mais Disney lui répond qu'ils ne les ont plus. Et pouf, je l'ai perdu. Ephron s'associe alors avec Whit Thomas Productions, un studio surtout connu à la télé pour Golden Girls et La Belle et la Bête, mais qui avait aussi produit Le Cercle des Poètes Disparus au cinéma. Alors pourquoi eux? Simplement parce qu'ils avaient eux aussi vu le potentiel d'un remake et qu'ils avaient même commencé à le planifier avec Disney avant que ça ne capote assez rapidement. Et j'imagine que du coup c'est eux qui avaient les droits. Nora Ephron et sa sœur Delia Ephron peuvent donc se lancer dans l'adaptation du film français. Le résultat sera Mixed Nuts, un film sorti le 21 décembre 1994 aux États-Unis. En France, où il n'est sorti qu'en VHS, il prend le titre pas très original de Joyeux Noël. En même temps, Le Père Noël est une ordure, c'était déjà pris. Quand on compare le film original avec son remake, on se rend compte que, comme on pouvait s'y attendre, les sœurs Ephron ont modifié pas mal de choses. Mais à ma grande surprise, beaucoup de choses ont été gardées également. On va voir tout ça en détail dans une minute, le temps de faire un petit point casting. Pour remplacer Thierry Lhermitte, Nora Ephron choisit Steve Martin pour son sens de la comédie physique. Martin, qui venait de faire quelques flops au box-office, veut parler du film à ses connaissances en France avant de prendre une décision. Et bien sûr, ils lui répondent uniquement en déblatérant des citations du film. Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Martin jouera donc Philippe et non Pierre, puisque quasiment tous les prénoms ont été modifiés. Thérèse s'appelle désormais Catherine et Anémone est remplacée par Rita Wilson, qui avait joué dans Nuit blanche à Seattle et qui, 2 ans plus tard, se retrouvera dans une autre comédie de Noël. Yeah, Turbo Man. Turbo Man, Yes. Félix, le Père Noël ordurier, est le seul personnage à garder son prénom. Il est joué par Anthony Lapaglia, qu'on connaît en France pour son rôle dans FBI Portée disparue. Zézette est difficilement traduisible, donc aux États-Unis ce sera Gracie, sous les traits de Juliette Lewis, qui a tenu l'affiche dans Tueur né la même année et qui a joué dans un autre film de Noël 5 ans auparavant. Well,
I don't know what to say except it's Christmas and we're all in misery. Le personnage transgenre de Katia porte désormais le nom moins genré de Chris, et à la place de Christian Clavier, on découvre Liev Schreiber dans son premier rôle au cinéma. Madame Musquin devient Mrs. Munchnick, on reste pas trop loin dans les sonorités, et le rôle revient à Madeline Kahn, légende de la comédie US, ayant joué entre autres dans Blazing Saddles, Young Frankenstein, le film Cluedo et une pléthore de pièces à Broadway. Et enfin, Adam Sandler, fraîchement sorti du SNL, remplace Bruno Moineau dans le rôle de Louis, l'équivalent de Monsieur Preskovic. Is everyone dead? Not everyone. Alors pour le reste de la vidéo, je vais continuer à utiliser les noms des personnages français, que ce soit pour le film français ou le film américain, ce sera beaucoup plus simple à suivre. Comme je disais avant, beaucoup de choses ont été gardées, à commencer par le squelette du scénario. C'est la veille de Noël et on suit les bénévoles d'un service d'écoute téléphonique qui vient en aide aux personnes isolées ou dépressives. On a la chef, Madame Musquin, et deux autres bénévoles, Pierre et Thérèse, qui travaillent au dernier étage d'un immeuble. Pierre arrive, en retard, ce qui permet à Musquin de partir et de se retrouver coincée dans l'ascenseur. Pendant qu'elle s'occupe et qu'elle essaye d'appeler à l'aide, on découvre les affinités entre Pierre et Thérèse qui s'échangent des cadeaux. Puis Pierre, pris par les sentiments, invite une personne dépressive à venir les voir à leur bureau. Cette personne se révélera être Katia, une femme transgenre moquée par sa famille. Un voisin désagréable vient prévenir que Musquin est coincé, Pierre intervient et au même moment, Zézette, qui essaye d'échapper à sa relation dysfonctionnelle avec Félix, appelle l'ascenseur, ce qui le remet en marche. Pierre et Madame Musquin manquent de se faire écraser, Félix débarque et tout ce beau monde se retrouve dans les toilettes du bureau. Félix se fait assommer, on va le faire soigner, il fait une tentative de suicide et se retrouve à l'hôpital. Katia arrive au bureau et danse avec Pierre, qui lui dit des choses pas exactement LGBT-friendly. Thérèse et Zézette discutent de relations amoureuses et l'association reçoit la visite d'un voisin un peu pénible. Félix, échappé de l'hosto, vient interrompre tout ça avec un flingue. Il tire dans le pied de Katia, puis Zézette vide le chargeur à travers la porte. Pas de bol, derrière la porte se trouvait le mec qui était venu réparer l'ascenseur. Thérèse fait une crise d'angoisse et Pierre la réconforte et ça finit en partie de jambes en l'air. Katia se fait péter le nez et Zézette et Félix travaillent ensemble pour se débarrasser du corps avec l'acceptation contrainte de Pierre et Thérèse. That is not really a plan, Felix. Voilà, tout se déroule pas forcément exactement comme dans le film de base avec le même enchaînement, mais les séquences narratives sont peu ou prou les mêmes. Par-dessus ça, on retrouve aussi quelques petits détails, déjà au niveau de certains jeux d'actrices, de la part de Steve Martin, chez qui on reconnaît un peu de la raideur comique de Thierry Lhermitte, ou Madeline Kahn, dont la voix stridente et le ton glacial rappellent Josiane Balasco. Men are not true to anything. They will have sex with the tree. Vous ne connaissez pas les hommes, Thérèse. Croyez-moi, homme en retard, liaison dans le tiroir. J'ai rien trouvé pour confirmer ça, mais on sent qu'ils ont regardé le film de base. À part ça, on peut aussi souligner Pierre qui est très méticuleux et qui vérifie si le téléphone marche bien. Ou le fait que, pour obtenir l'adresse de l'association, Katia plaide que c'est Noël. It's Christmas. Puis se fait rejeter par sa famille qui la charrie avec le nom d'un acteur bien macho. Hey, Charles Bronson, fais pas la tronche, quoi. Hey, Arnold Schwarzenegger, come on, hang some tinsel. Hey, Bronson, avec nous. Bronson, avec nous. Arnold, 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 Arnold. The third day of Christmas. Et plus tard, elle passe devant une référence à cet acteur. Zézette appelle l'association à partir d'une cabine téléphonique, Katia parle à Pierre de ses soirées en boîte. Alors comme ça, n'est-ce pas, vous connaissez personnellement Albert Simon? Non, très très peu. Enfin, on me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. He wasn't dancing. Who? Henry Kissinger. Et Madame Musquin calme le pervers qui passe un appel lubrique. Vous ne continuez pas, monsieur? Vous en étiez à peau de couille, je crois. Hein? Que se passe-t-il ensuite? Do go on. I believe you were discussing my cherry. D'ailleurs, c'est une des deux choses que je m'attendais clairement pas à revoir, même si certes, le vocabulaire est un peu plus soft. L'autre chose, c'est la vanne avec le mec qui se suicide dans la cabine téléphonique. Clairement, un humour aussi noir, ça surprend un peu venant d'une production hollywoodienne. Et d'ailleurs, tonalement, c'est complètement détaché du reste du film. Parce que, hormis tout ce que je viens de lister, Mixed Nuts prend ses aises par rapport au film de base.
Premièrement, il possède une construction plus traditionnelle. On a d'une part une réelle intrigue scénaristique qui est le risque d'expulsion de l'association, et au milieu de toutes les péripéties du scénario, les personnages essaieront de trouver un moyen de collecter assez d'argent pour sauver l'association. De même, chaque personnage, ou presque, va suivre un arc narratif bien défini, avec un problème initial annoncé avec plus ou moins de subtilité. Par exemple, Pierre se fait larguer dès le début du film, mais rêve de mariage, et plus tard on lui expliquera ses lacunes sociales. I'm not like you, Philip. I'm not one of those people who's only good on the phone. Thérèse habite encore chez sa mère, le vit très mal, et nourrit un amour secret pour Pierre. You're a very lucky person. You have a wonderful job and you have a wonderful job. Madame Musquin n'a pas une vie très remplie. I am not someone with no place to go. I'm sure you're not. Zézette veut une vie stable pour son futur enfant. You're a loser, and I can't have a loser dropping in and out of my baby's life. Et Félix rêve de créer une peinture murale qui le consacrera comme un véritable artiste. I am not a loser, I'm an artist. Je pense que rien qu'avec ça, vous avez compris que les personnages ne ressemblent que très peu à leurs équivalents français. Et effectivement, si leur fonction et leur rôle dans l'histoire ne changent pas énormément, leur personnalité et parfois leurs relations sont bien différentes. Commençons par la tête d'affiche, Pierre, qui n'est plus vraiment un mec bourgeois un peu coincé qui a du mal à tenir une façade de gendre idéal, mais un type qui a toujours été un peu malchanceux, en amour et dans la vie. En face de lui, Thérèse n'est plus l'archétype de la Cato BCBG, mais une femme désespérée et peut-être un peu naïve. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Zézette et Félix ne sont plus des SDF vivant sur le bord du périph'. Zézette possède son propre magasin de fripes et il semble habiter dans l'arrière-boutique. Ils sont encore légèrement dysfonctionnels, mais franchement, c'est le jour et la nuit comparé à l'original. Et puis tiens, rends-moi mon pognon d'allocation de grossesse. On remets pas ça sur le tapis ou je te fous une danse que tu t'en souviendras. Felix is acting totally irrational. Ils ont leurs mauvais moments, mais aussi certains passages sincèrement mignons. Le principal problème de Félix étant qu'il n'a pas de boulot stable. Katia n'est pas autant drama queen, Preskovic n'est pas aussi énervant et ne dérange d'ailleurs que Pierre, et Madame Musquin est plus vulnérable que l'original. Et globalement, ils sont tous moins lâches et méchants les uns envers les autres. Oh, beautiful beads. Thanks. Oh, Gracie. You're so talented. Felix has lovely posture. Well, thank you, honey. Les personnages secondaires sont un peu plus modifiés. Par exemple, le voisin fatigué par le vacarme n'est pas en train de fêter Noël avec sa famille, il promène juste ses chiens, et il maintient une relation hostile avec Madame Musquin. Le pharmacien du bas de l'immeuble devient le veto du bout de la rue, avec Rob Reiner qui remplace Jacques François. Des personnages ont été également rajoutés. On nous présente un propriétaire rapia qui va jusqu'à dévisser les ampoules pour dépenser moins. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Un couple qui porte un sapin à un roller, joué par Jon Stewart et Parker Posey. Alors, c'est le couple qui a un roller, pas le sapin, et c'est le couple qui est joué par Stewart et Posey, pas les rollers. Et un homme mystère, tueur en série au doux nom de l'étrangleur du littoral, dont la menace plane, légèrement, sur le film et sur ses personnages. Je vous en parle car tous vont avoir leur utilité dans le dénouement. À ce sujet-là, parlons de l'intrigue. Dans la première moitié, quelques détails changent, mais qui sont minimes. Le film se situe sur la plage de Venice Beach à Los Angeles et pas à Paris. Plutôt logique, et puis ça offre un petit décalage avec l'image rêvée de Noël enneigé. Et le film commence dans l'après-midi, et pas en soirée. Aussi, Félix n'est pas frappé par un fer à repasser, mais avec une boîte de cake aux fruits, qui va d'ailleurs remplacer le cloug un peu plus tard. Suite à ça, il est emmené, Félix, pas le cake, chez le veto et pas chez le pharmacien, et c'est ici justifié par l'absence d'assurance maladie. Puis, après sa tentative de suicide, on l'emmène à l'hôpital, pas à l'hôpital psychiatrique. Quant à Zézette et Thérèse, elles vont discuter non pas au resto Bonne Franquette du coin, mais dans la boutique de Zézette. Et puis, au bout d'1 heure de film, le remake se démarque progressivement de l'original. Déjà, Madame Musquin va faire son histoire un peu à part. Une fois que le gâteau tombe sur sa voiture, elle fait un petit breakdown avant de sauter sur le voisin qu'elle détestait et qui la détestait. Ils vont sur la plage s'abandonner et compléter un arc Enemies to Lovers à la vitesse de la lumière. Pendant ce temps, dans l'appartement, Pierre, Thérèse, Zézette, Katia et Preskovic sont rassemblés lorsque Félix revient avec son pistolet. Quand celui-ci est déchargé à travers la porte, ça tombe sur le mec venu réparer l'ascenseur, qui n'est pas juste un réparateur lambda, mais le proprio véreux. Thérèse fait sa crise d'angoisse mais se calme très vite et va pouvoir vivre une vraie scène d'amour romantique avec Pierre. Katia et Preskovic partagent un moment absolument choupinou, et Zézette et Félix font une référence à l'original. Cut them up into pieces and wrap them up as Christmas presents. Who would we give him to?
avant de cacher le corps dans le sapin de Noël. Blague en bonus, le mec s'appelait Tannenbaum. Tout ce beau monde se dirige sur le front de mer pour se délester du sapin, rejoint par une Madame Musquin transformée et décoincée par sa séance de sexe, mais il rentre en collision avec les rollerbladers. Le sapin vole, le corps est découvert, la police arrive, Félix en panique et en manque de confiance contre les institutions menace de sauter du haut d'un toit. I can't take a chance on the criminal justice system. Hayley Joel Osment le pointe du doigt et Pierre conclut son premier arc narratif en déclamant un beau discours sur l'esprit de Noël qui accessoirement encourage Félix à redescendre. There's magic at Christmas. And I'll bet if you come down, you'll find that out. Et là, méga twist! Le proprio tué n'était autre que l'étrangleur du littoral. Tell me, in all of your calls, has anybody impaled themselves? Et il y avait une méga récompense pour sa tête. Donc non seulement nos héros ne sont plus inquiétés, parce qu'apparemment faire justice soi-même c'est très bien les enfants, mais en plus ils ont plein de grosses tunasses qui va leur permettre dans un premier temps de sauver l'association et aussi d'assurer un avenir au gamin de Zézette. Un gamin qui se dit que du coup, autant sortir de là tout de suite. Zézette accouche sous le sapin, aidé par le vétérinaire alors que les cloches sonnent minuit, c'est Noël, et pour compléter le parfait happy end, Pierre et Thérèse décident de se marier, et le film se termine sur la peinture murale de Félix. Alors, c'est pas très bien. Non, attendez, je vais quand même expliquer pourquoi, parce que les nuances et les détails peuvent être intéressants. Déjà, comme on pouvait s'y attendre, le film a été complètement aseptisé. Les personnages sont moins lâches, moins méchants les uns envers les autres, moins hypocrites et globalement moins malveillants et moins bêtes. Pareillement, pas question ici de parler de violence conjugale. D'ailleurs, il y a très peu de violence tout court. La scène de l'écrasement par ascenseur fait beaucoup moins peur ici que dans l'original, et Pierre ne se retrouve pas le doigt coincé dans la boîte à fusibles. Ce qui me fait penser qu'il y a moins d'insultes dans le remake aussi. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, cela va sans dire. Bon oui, il y a le mec tué par balle, mais déjà, le pistolet ne rentre pas dans l'histoire pour montrer que Félix est dangereux et menace très probablement souvent sa femme avec. Non, le flingue est là parce que Zézette le porte pour se protéger contre l'étrangleur. Donc dès l'origine, ça change de registre. Ensuite ici, on ne tue personne de grave. Dans un premier temps, c'est le proprio antipathique qui menace de les expulser, et dans un deuxième temps, on apprend qu'il était l'étrangleur. Donc non seulement le flingue a accompli sa mission, mais en plus, le meurtre est justifié et totalement excusé par la police et par le film, qui en fait la base de son happy end. Et puis ici, aucun charcutage du corps en cuisine avant de le donner aux animaux du zoo. Et les guépards, ils ont fini? Ah oui, ils ont tout bien terminé. Peut-être qu'ils vaudront durable. Le remake est également beaucoup plus prude, pas de tableau avec une meuf à poil, pas de discussion sur les gros kikis, moins de sous-entendus et pas question d'imaginer de l'adultère. Pierre n'est pas encore marié et il se fait même larguer par sa fiancée dès le début du film. Une fiancée qui lui apprend qu'elle le trompe, donc oui on parle d'adultère mais c'est clairement mal vu. En outre, la scène dans la salle de bain avec Thérèse est une réelle scène romantique, pas une partie de jambes en l'air complètement improvisée avec fesses visibles à l'écran. Je suis navré, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. Mixed Nuts est aussi moins caustique. Alors que le film de base se moquait d'absolument tout le monde, je vais y revenir, et vous encourageait presque à détester, sinon à rire de ses propres personnages, le remake n'a absolument aucune once de satire, de critique sociale ou même juste de critique des personnages. Ils et elles sont plus attachants, plus agréables et plus bienveillants les uns envers les autres. Enfin, à l'exception près du proprio, mais encore une fois, c'est l'antagoniste, donc ça compte pas, on a l'habitude de pas aimer les méchants dans les films. Et alors certes, chacun et chacune a ses défauts, mais ils vont être corrigés avant la fin du film grâce aux arcs narratifs. Le truc, c'est que enlever cette méchanceté gratuite, ça enlève tout le sel du film original et une grande partie de son intérêt. Alors, par contre, ça peut parfois avoir du bon. Car oui, le film original se moque de tout le monde, absolument tout le monde, quelle que soit la catégorie d'âge, la classe sociale, le genre ou l'origine. C'était voulu par la troupe du Splendide. Après avoir vu Affreux, sale et méchant, une satire sociale d'Ettore Scola sortie en 1976, ils se sont rendus compte qu'on pouvait se moquer des pauvres tout en étant drôle, et que frapper sous sa catégorie de poids, c'était possible si c'était bien fait. Il est certain que bien fait, ça peut être très bon. Et effectivement, dans Le Père Noël est une ordure, les personnages archi-pauvres de Zézette et Félix en prennent pour leur grade à chaque scène. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, ils sont affreux, sales et méchants, mais il serait difficile d'y voir du mépris de classe. Je pense que c'est parce qu'en face, les classes sociales supérieures en ont aussi pour leur argent.
Là où ça devient compliqué par contre, c'est quand on s'attaque aux minorités, et là-dessus, le Splendide reste très flou dans son approche. On peut commencer par le personnage de Katia. En revoyant le film récemment, j'ai été assez surpris à quel point elle avait droit à des moments vraiment touchants et sincères, liés à sa transidentité. Parce que vous êtes coincé dans votre univers moral de merde! Et malgré tout, son personnage est réellement tridimensionnel, ça ne se limite pas juste à sa transidentité. Mais d'un autre côté, elle reste très stéréotypée, drama queen et dragueuse à l'excès. Ah, ça recommence donc. C'est cela, oui. Et surtout, elle apparaît dans quelques scènes où ce n'est pas clair de qui ou quoi on est censé rire. Par exemple, la scène de la danse. Est-ce qu'on doit se moquer de Pierre et de sa réaction de merde, ou est-ce qu'on doit rire de la situation dans laquelle il est tombé? Ah oui, alors donc bien sûr c'est vous qui m'avez appelé, quoi. Oui. C'est cela, oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance. À côté de ça, on a aussi Preskovic, dont le personnage est inspiré des expériences en Yougoslavie de Josian Balaško, de son vrai nom Balašković, car son père est croate. Bref, Balaško a écrit le personnage de Preskovic et les gags du Klug et des Dubichou à partir de choses qu'elle a vécues elle-même, moitié en clin d'œil, moitié en parodie. Mais le résultat à l'écran ne communique pas vraiment la sympathie, avec un mec aux sourcils improbables, à l'accent vaguement est-européen et une culture ridiculisée. Oh, le gâteau il a pété. Peut-être que le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas de critique égale sur les hétéros et leur normativité, ou sur les Français de souche, comme on pouvait l'avoir pour les riches face aux pauvres. Ou c'est simplement que c'est bien gentil de dire des choses comme « on tape sur tout le monde équitablement » ou « non mais moi je vois pas les couleurs », sauf que ça n'est pas possible concrètement, puisque tout le monde ne part pas sur un pied d'égalité, et ces vannes s'inscrivent dans un contexte de discrimination beaucoup plus large. Je vous en prie, un peu d'humour. Et du coup, par rapport à tout ce bordel de l'original, ça fait du bien de voir les adaptations de Katia et de Preskovic partager le début d'une amourette dans des moments choux, sans sarcasme, ni moquerie, ni arrière-pensée. Et pour la scène de danse, Pierre est gêné au début, mais finit par dire In my line of work, I deal with all kinds of people, and none of them are what you might call conventional. And neither am I. Et les deux finissent par danser collés l'un à l'autre. Katia est jouée de manière très fine et subtile par Liev Schreiber, et c'est un des rares bons points du film. D'autant plus remarquable que c'était le premier film de Schreiber, qui rejouera par la suite un personnage transgenre dans Taking Woodstock en 2009, et je pense pas que ce soit une coïncidence, je pense que dans un cas comme dans l'autre, les producteurs ont dû se dire que c'était drôle qu'un mec bâti comme une armoire à glace se travestisse. Parce que ouais, on reste en 94, c'est la même année que Ace Ventura, donc évidemment que c'est pas 100% bienveillant, surtout selon les standards d'aujourd'hui. Et du coup, Katia garde quelques aspects négatifs du personnage original, et on y rajoute quelques vannes douteuses et du mégenrage pas remis en question. Someone left her cape. Someone left his cape. Et si on n'a pas autant de xénophobie, puisque le personnage d'Adam Sandler ne semble pas étranger, on remplace ça par un petit peu de bon vieux sexisme des familles, que ce soit Madame Musquin qui avait juste besoin d'un bon petit coup pour se décoincer, ou Thérèse qui devient attirante aux yeux de Pierre, seulement après avoir subi un relooking et porté une robe de soirée. Enfin, en dernier point, le film US est plus structuré que le film français. Comme j'en parlais auparavant, Mixed Nuts est construit de manière plus classique, avec des arcs narratifs et 3 actes distincts. Mais on peut aussi noter, par exemple, que si le film de base donnait un rôle relativement égal à tout le monde, celui-ci préfère un schéma plus traditionnel dans la comédie américaine, avec Steve Martin dans le rôle du clown blanc, souffrant des nombreux imbéciles autour de lui. Mais ça fonctionne pas trop parce qu'il n'y a aucun crescendo à sa colère, et trop de choses ont été gardées du personnage original pour que ce soit vraiment efficace. We were disconnected. If a person's really upset, they always call back. Concernant les arcs et les actes, purée c'est pas facile à dire, tout dépend des goûts de chacun. Ce genre de structure peut vous paraître réconfortante et plus facile à suivre, et ça peut aussi vous sembler complètement banal et sans intérêt. C'est vraiment à chacun de se faire son opinion. Je dirais simplement que dans l'original, tout ne tient pas forcément la route. Par exemple, Madame Musquin disparaît du film d'un coup, sans qu'on sache ce qui lui arrive, et j'ai toujours trouvé la fin un peu anticlimactique et comme détachée du reste du film, mais c'est déjà un peu plus subjectif. En vrai, pour tout son manque de structure classique qui peut paraître totalement foutraque, Le Père Noël est une ordure présente un chaos très contrôlé, avec des personnages et des histoires qui se croisent et se recroisent, et toute personne qui sort de l'appartement finit par y revenir pour une raison X ou Y, et au final, tout élément du film a son utilité. À part le plan POV du lapin.
C'est ce chaos qui plaisait à Nora Ephron, qui voulait faire un film dans lequel on peut retrouver toute la frénésie, l'animation et le stress des fêtes de fin d'année. Sauf que du coup, si vous avez bien suivi, cela n'est pas transmis à travers des personnages antipathiques ou une structure débridée. À la place, on retrouve énormément de comédies slapstick de bas étage, du type « je rentre dans un mur et je tombe tout droit », ainsi qu'une musique quasi incessante, que ce soit des chansons de Noël un peu alternatives, ou un fond sonore de magasin de jouets, jusqu'à ma petite préférée, We Wish You a Merry Christmas, entièrement composée de miaulements et d'aboiements. En résulte une cacophonie qui, sans être écrasante, ne fera pas passer une soirée complètement tranquille à vos oreilles. I like eating cheese. It tastes very nice. Everyone loves cheese, especially white mice. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, voyons ce qu'en dit la critique. It's bad. It's bad. Woo, is it bad? I mean, I don't know. Really, really bad. Mixed Nuts a été un bide total, critique et commercial. Pour un budget de 20 millions, voire 29 millions selon le New York Times, le film n'en a même pas rapporté 7. Tout le monde a descendu le film, qui s'est retrouvé dans les listes des pires films de l'année et se retrouve encore aujourd'hui sur de nombreuses listes des pires films de Noël. Et Rotten Tomatoes affiche un score de 13% de critiques relativement positives. Dans mes recherches, je ne crois pas avoir trouvé d'articles célébrant le film, si ce n'est une poignée de blogueurs qui disent que bah, au fond c'est pas si mal que ça non plus, hein. En fait, ça a été difficile de trouver quoi que ce soit sur le film, que ce soit des critiques, des interviews des actrices qui en parlent, ou des infos sur le tournage et la création du remake. C'est une œuvre presque oubliée dans les limbes des années 90, une ligne presque imperceptible sur les CV de Steve Martin ou Nora Ephron, qui serait complètement effacée sans internet ou des fans de l'original en France. Ooh, that's gotta hurt. La raison de cet échec total est toute con. Mixed Nuts ne penche pas assez d'un côté ni de l'autre. Trop décalé et noir pour des spectateurs qui veulent du réconfort, trop aseptisé pour ceux qui veulent quelque chose de mordant. En voulant arrondir les angles du film original, Nora Ephron n'a pas simplement retiré ce qui le rendait particulier, elle a aussi créé un film qui n'a pas de sens. Et l'erreur de base, toute bête, c'est d'avoir perçu Le Père Noël est une ordure comme un film de Noël, en lieu et place de ce qu'il est réellement, un film qui se déroule à Noël. Joyeux Noël fait. C'est un débat qui revient tous les hivers avec plus ou moins de force et plus ou moins de sérieux. Savoir si Die Hard ou Batman Returns peuvent être comptés comme des films de Noël. Et si ça peut être marrant de discuter du sujet sur ces deux films-là, le débat trouve toute sa pertinence dans le contexte de ce remake. Parce que même avec Noël dans le titre, Le Père Noël est une ordure n'est pas un film de Noël. Alors bien sûr, ça peut dépendre de votre définition de film de Noël, mais voyons ce à quoi on a affaire ici. Un film pas exactement fait pour vous faire sentir bien, aucune chaleur entre les personnages, aucune mention de l'esprit de Noël, aucun esprit de Noël quel qu'il soit d'ailleurs, un vague échange de cadeaux, aucune réunion de famille ou d'amis très proches, et pas de happy end. La fête de Noël, au final, n'est pas centrale au scénario. Et le truc, c'est que le film annonce la couleur d'emblée. On ouvre sur quelques lumières d'étoiles et un cantique de Noël, mais très vite, la musique change pour un jazz un peu fip, et les lumières deviennent des phares de bagnole sur le périph'. Puis on a un aperçu de Paris en mode tout voiture bien dégueu au début des années 80, avec la déco de la ville qui va avec, et la première scène, c'est un Père Noël qui fait la promo d'une boîte de cul et qui frappe un gamin. Aïe! Donc ouais, on cherche pas à surfer sur l'esprit de Noël, surtout quand on sort ça en plein août. Donc vouloir en faire un film de Noël, que ce soit via un remake aseptisé ou via des rediffusions à la télé chaque décembre, c'est complètement absurde. Par contre, je pense que c'est un très bon film de réveillon. Dites-moi Thérèse, c'est vous qui êtes de permanence le soir de la Saint-Sylvestre? Ah, vous voulez dire le 31? C'est cela, oui, enfin la veille du premier, quoi. Un remake n'est pas forcément mauvais. Ça aurait été facile pour moi de faire cette vidéo avec pour seul propos de me moquer des remakes américains, de critiquer leur inutilité et le manque d'imagination d'Hollywood. Mais c'est pas du tout mon intention. Les remakes peuvent avoir leur utilité, comme par exemple partager une œuvre avec un plus grand public. En 94, il aurait été quasiment impossible de se procurer une copie du Père Noël est une ordure sur le territoire américain. Le problème, en ayant fini Mixed Nuts, c'est qu'on a l'impression que Nora Ephron n'a pas réellement compris le film original. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'elle avait les meilleures intentions du monde, peut-être qu'il y avait derrière elle des producteurs trop frileux pour exposer le public américain à autant d'animosité,
Peut-être aussi que c'est Efron qui a fait de l'autocensure, mais le résultat est le même. Mixed Nuts est un mauvais film, que ce soit en tant que remake ou en tant qu'œuvre isolée. Certes, il y a quelques bons côtés, mais on peut les compter sur une seule main. Au final, le film est bien trop banal et consternant, et je suis désolé, mais quand on fait de Zézette et Félix une famille sainte, c'est qu'on est clairement passé à côté. Mais c'est quand même pas la pire exploitation du film original. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépasse. Ça rentre même pas dans les cases. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes, en famille ou entre amis, et un bon visionnage de vos films de Noël préférés. À la prochaine!